De la journée, c'est d'essayer de parler vrai, à défaut de détenir la vérité, hein, toujours, mais en tout cas de donner des informations qui sont vraiment dans l'opérationnel et qui sont le plus près possible du quotidien. Et c'est vrai que la question de la dangerosité des crises en tant qu'événement brutal sera abordée dans la matinée par le docteur Villeneuve. Et également la question de la dangerosité des crises en termes d'événements neurologiques qui peut éventuellement, dans certaines conditions, donner par elle-même des séquelles, est abordée maintenant parce que c'est une question qui est très souvent posée par les parents. Pas seulement par les parents d'ailleurs, par aussi les soignants. Hein, c'est à partir de quand ou dans quelles conditions ou quel type de crise peut être dangereux en tant que tel pour le cerveau de l'enfant. Et puis une deuxième question qui est encore plus compliquée, c'est au-delà des crises, quel type d'épilepsie a en soi un caractère délétère sur le développement de l'enfant. Voilà, donc c'est ce qu'on va aborder pour le moment. Juste quelques rappels sur l'épilepsie. On parle d'une maladie qui est fréquente. Hein. On a parlé des réseaux maladies rares. À Marseille, on coordonne, on est au centre de référence pour les épilepsies rares, et pour les déficiences intellectuelles de cause rare, les handicaps rares de l'enfant. Mais l'épilepsie, pourtant, c'est pas du tout une maladie rare, c'est une maladie fréquente. Ce qui fait qu'elle est organisée en centre de référence maladie rare, c'est que c'est une espèce de constellation de très très nombreuses maladies, dont certaines sont rares, voire exceptionnelles. Voilà, parce que l'épilepsie, c'est une maladie, vous voyez, qui débute à tout âge. C'est une courbe en U, très classique, qui est présentée partout par tous les épileptologues. L'épilepsie, elle débute à tous âges, mais particulièrement chez les jeunes enfants, ou alors après chez les personnes âgées au-delà de 80 ans. C'est une maladie rare et donc fréquente, avec une prévalence en France qui est estimée à 0,5%. On considère, parmi les plus, on ne sait pas si c'est les plus optimistes ou pessimistes, il pourrait y avoir 700 000 personnes épileptiques en France. Probablement, c'est quand même un petit peu moins, et qu'on a peut-être tendance un petit peu à surestimer, parce que c'est très difficile d'avoir une estimation réelle de la fréquence d'une maladie. On se base sur des prescriptions de traitement. Il y a beaucoup d'antiépileptiques qui sont utilisés à des fins non antiépileptiques. Mais en tout cas, bon, c'est certainement fréquent dans la population générale. On considère qu'il y aurait jusqu'à 100 000 enfants épileptiques en France. Et donc, comme je vous le disais, c'est une maladie qui est très hétérogène. Hétérogène en termes de causes. Il y a quasiment autant de causes d'épilepsie que de causes de fièvre, hein, de causes de douleurs abdominales. On en parlera tout à l'heure. On a essayé quand même de simplifier les choses et on peut considérer qu'il y a deux grandes causes. Les causes qu'on appelle structurales. Il y a une malformation, il y a une lésion acquise du cerveau qui explique l'épilepsie. Et qu'on différencie des causes génétiques où le problème n'est pas à la morphologie anormale du cerveau, mais à son fonctionnement. Et puis c'est une maladie hétérogène en termes de pronostic. Globalement, l'épilepsie, dans 70% des cas, c'est une maladie qui peut être contrôlée par les traitements, qui peut, dans ces cas-là, être compatible avec une vie parfaitement normale. Et on connaît tous des personnes qui sont épileptiques et qui vont parfaitement bien, avec une maladie chronique qui est à la fois bien connue et bien contrôlée. Et puis, dans 30% des cas, ce qui n'est pas rien, l'épilepsie n'est pas complètement contrôlée. Et là, souvent, on bascule dans une vie qui est beaucoup moins normale, malheureusement, qui est beaucoup plus impactée, avec souvent un réel handicap. Et on en parlera un petit peu chez l'enfant, un handicap qui peut être extrêmement sévère, en particulier un impact sur la cognition. Voilà, donc l'illustration de ces grandes cases qu'on utilise pour parler d'épilepsie, chez l'enfant et chez l'adulte. Donc deux grands cadres nosologiques. L'épilepsie, elle est soit généralisée, ce qui est un petit peu exagéré comme terme. C'est rarement les crises impactent d'emblée tout le cerveau, mais en tout cas, on considère qu'elle est généralisée quand les crises impliquent très rapidement les deux hémisphères, et quand la maladie épileptique ne peut pas être localisée sur le cerveau, lorsqu'elle est en rapport avec quelque chose qu'on n'arrive pas à pointer du doigt, qu'on n'arrive pas à localiser. C'est une maladie plus générale des fonctionnements des réseaux neuronaux. Et puis, par opposition, elle est focale, cette épilepsie, quand on arrive à localiser les réseaux
ou les foyers, ou le foyer, responsable du point de départ des crises. Et puis on a deux grands cadres étiologiques, deux grandes causes dont je vous ai parlé, les causes structurales qui peuvent être génétiques ou acquises. Une épilepsie symptomatique, une épilepsie qui résulte d'un accident vasculaire cérébral survenu en période néonatale, c'est une épilepsie structurale acquise. Une épilepsie qui est secondaire à une malformation du développement cortical de type polymicrogyrie, de type pachygyrie, c'est une épilepsie structurale non acquise, la plupart du temps génétique, congénitale. Et puis les épilepsies génétiques, alors pour les épileptologues, c'est pas tout à fait... Vous voyez, c'est un petit peu... Je pense que les généticiens auraient des choses à dire. Ça s'oppose pas aux causes structurales qui ne seraient pas génétiques, ça veut simplement dire qu'on aura beau faire toutes les IRM qu'on veut, on ne trouvera pas de cause morphologique. C'est une question de fonctionnement des réseaux anormal, soit globalement anormal, au sein du cerveau dans son ensemble, ou hyperexcitable, soit dans une région particulière de celui-ci. Voilà. Alors, il y a une question qui est très souvent... Donc la question qui est très souvent posée par les parents lorsqu'on fait une annonce de diagnostic d'épilepsie chez leur enfant, qui est une annonce qui ne doit pas se cantonner à l'annonce de ce qui se passe pendant les crises, mais en tout cas c'est vraiment une question qui est posée. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de mon enfant quand il fait une crise? Alors déjà, c'est pas mal si la question est celle-ci, parce que ça veut dire que l'information selon laquelle l'épilepsie c'est une maladie du cerveau est bien passée. Il y a beaucoup d'études qui essayent de témoigner de la connaissance des parents après un premier entretien, une annonce de diagnostic d'épilepsie. Il y a un tiers des parents qui, malgré une annonce qui est censée avoir été correctement faite, ont la notion que l'épilepsie c'est une maladie des muscles, et une tétanie, une contraction musculaire. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à reprendre les choses, parce que c'est quand même important de localiser l'organe malade quand on parle d'une maladie aussi chronique et impactante que l'épilepsie. Voilà, donc c'est au niveau du cerveau que ça se passe, et même au niveau du cortex cérébral, au niveau de la surface du cerveau. Et ce qu'on sait, parce qu'on étudie des modèles animaux, et puis on sait depuis très longtemps chez l'homme, grâce à l'électroencéphalogramme, c'est que c'est une activité anormale, comme un trouble du rythme, à la fois une activité trop synchrone et trop intense, mais que ce n'est pas une activité qui est ingérable pour n'importe quel cerveau. C'est une activité que le cerveau peut tout à fait accepter. C'est-à-dire que cette activité anormale est responsable de symptômes qui nous paraissent très anormaux, mais pour le cerveau, la plupart des crises sont des phénomènes anormaux, mais qui en soi ne vont pas entraîner de mort neuronale ou de dysfonctionnement à long terme, ou de séquelles à long terme, ou de lésions à long terme. Et ça c'est très important, ça a été très étudié, on le verra à la fois chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Donc on a plusieurs techniques, je vous ai mis des photos parce que vraiment il y a eu des progrès énormes des neurosciences dans les dernières années. Vous voyez qu'on peut ici, c'est un hippocampe de souris, on peut faire une imagerie et on voit en fluorescence tous les neurones, enfin tous les neurones, une partie des neurones de cet hippocampe, c'est quelques millimètres, mais plus le temps avance et plus on arrive à imager à l'échelle de la cellule des pans entiers du cerveau, et on peut voir en temps réel, parce que les neurones se mettent à clignoter quand ils sont actifs, ce qui se passe quand il y a une crise, leur synchronisation, les générateurs de crise, et puis l'évolution de leur fonctionnement après la crise. Et ce qui a été très bien montré, c'est qu'une crise, c'est un énorme effort pour le cerveau, mais un effort qui ne va pas aller jusqu'à la mort. C'est comme si tout d'un coup on se mettait à aller tous courir au vieux port, faire piquer une tête et puis revenir. On serait fatigué, certainement qu'on ferait pas ça 10 fois par jour, en tout cas pas en ce qui me concerne, mais je ne pourrais pas dire le soir même j'ai des séquelles à long terme de ce que je viens de faire, je sais pas ce qui m'a pris, à cause de ça je ne vais plus jamais pouvoir marcher et courir. Je ne vais pas pouvoir le faire pendant un petit moment, et puis je vais récupérer. C'est exactement ce qui se passe pour le cerveau, et en particulier pour le cerveau des plus jeunes et des enfants, et dans des modèles extrêmement stressants pour les animaux, d'état de mal prolongé, sans réanimation, sans prise en charge, ce qui n'existe plus chez l'homme heureusement, il a été très bien montré que
plus l'animal est jeune, et moins il y a de mort neuronale. Donc là, c'est des animaux à qui on administre une molécule qui leur fait faire des convulsions très sévères pendant plusieurs heures. Chez les animaux jusqu'à l'adolescence, ces convulsions sévères pendant plusieurs heures, elles ne sont pas associées à une mort neuronale. Et l'animal, bon, il finit par s'en remettre, s'il survit à cet état de mal, et puis s'il s'en remet, il récupère sans qu'on puisse enregistrer de mort. Ce qui n'est plus vrai chez l'adulte. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des différences qu'il est important de noter. Les cerveaux des adultes, nos cerveaux sont quand même beaucoup moins résistants aux crises prolongées. Et donc ça vient aussi de là quelquefois les inquiétudes, c'est que c'est vrai que les neurologues d'adultes sont beaucoup plus inquiets face à une crise qui se prolonge que nous. Alors ils sont inquiets pas seulement à cause du cerveau, c'est parce qu'une crise c'est un énorme effort pour le cerveau et pour le reste du corps. Et donc quand on est adulte, surtout quand on est adulte d'un certain âge, on a un cœur qui peut moins facilement tenir le choc, un foie qui peut moins métaboliser les traitements qu'on administre, et donc on a effectivement plus de complications d'un état de mal d'adulte. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qui se passe pendant les crises, mais ça peut être expliqué de manière très simple aux parents, et ça permet de rationaliser quelque chose qui reste quand même encore marqué du sceau de l'inconnu au minimum, et parfois même avec des connotations un peu spéciales, et donc c'est important de leur dire que quand même on est capable de comprendre ce qui se passe et de mesurer ce qui se passe dans un cerveau en cas de crise. Alors l'autre question qui est fréquemment posée par les parents, c'est ok, vous m'avez peut-être assez rapidement expliqué les risques de telle ou telle crise dans la vie quotidienne de mon enfant, et moi je voudrais savoir si les crises qu'il fait, elles ont des séquelles mesurables. Alors, cette question, elle est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne se la pose pas, et quand il ne nous pose pas la question, on doit tous aller au-devant de la réponse, parce que quand ils ne la posent pas, c'est qu'ils ont souvent bien plus peur de la réponse que ceux qui la posent. On a fait une étude avec le professeur Stéphane Auvin, qui est à Robert Debré, dans un autre centre de référence épilepsie rare, et on a adressé des questionnaires à des parents d'enfants épileptiques, et vous voyez que 83% des parents ont peur qu'à chaque crise, leur enfant ait des lésions cérébrales irréversibles, et que donc chaque crise soit une marche supplémentaire vers un handicap toujours plus important. Alors ils ont aussi peur que leur enfant, si on veut simplifier, on peut dire ils ont peur que leur enfant décède, et c'est ça qu'ils disent très clairement. 92% ont peur qu'il arrête de respirer et qu'il ne reprenne pas sa respiration, ou qu'il se blesse, etc. Et ce qui fait peur aux parents, c'est la durée de la crise, c'est le fait qu'elle fasse tomber, et puis c'est le fait qu'elle fasse perdre connaissance. Et ça, c'est important de le savoir parce que ce n'est pas toujours le cas en ce qui nous concerne, nous médecins. La perte de connaissance, ce n'est pas tellement un critère de gravité de la crise, c'est un critère de gravité peut-être en termes d'impact dans la vie quotidienne, mais sur le plan neurologique, ce n'est pas un critère de gravité, c'est simplement que les structures qui sont le support de la conscience dysfonctionnent pendant une crise. Il y a des crises très brèves et très banales, les absences, qui entraînent une perte de connaissance, perte de conscience, et qui n'ont pas d'impact majeur sur la vie quotidienne, à tel point que quelquefois le diagnostic est un petit peu tardif. Alors pour ce qui concerne la durée, c'est vrai que c'est pareil, on n'a pas forcément une inquiétude proportionnelle à la durée des crises, et donc il faut reprendre un petit peu les choses avec les parents. Une crise longue peut parfois être beaucoup mieux tolérée et plus facilement récupérée que certaines crises qui sont très brèves, mais très intenses, on en verra ce matin et dans les ateliers. Le fait qu'elle fasse tomber, ça c'est sûr que l'impact est quand même beaucoup plus important que les crises qui n'entraînent pas de résolution du tonus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on sait sur l'association crise prolongée, parce qu'on ne va pas parler des crises qui durent 20 secondes, et possible lésion cérébrale. Alors, on a des données de la littérature, je pourrais vous en parler pendant une matinée entière, parce que c'est vraiment des questions qui sont importantes à traiter pour nous. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi aux parents, et il s'agit de vraiment dire la vérité. Donc, le couple Comfield, qui sont des Canadiens, ont beaucoup travaillé sur les suivis de cohortes de patients avec une épilepsie débutant dans l'enfance. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le fait, quand on est épileptique, d'avoir eu des crises prolongées, et même en ce qui concerne leur étude des états de mal, ça veut dire des crises qui durent pendant 30 minutes au moins, ou qui se succèdent sans reprise correcte de la conscience entre les crises, donc des événements qui sont
pas du tout dans la banalité, hein, qui sont même pour nous des événements notables en termes de gravité de l'épilepsie. Ils ont remarqué chez ces patients, c'est montré ici, que finalement le fait d'avoir une épilepsie avec au moins un état de mal, ça n'impacte pas le pronostic par rapport à ceux qui ne font jamais d'état de mal. Vous voyez, sur les presque 200 patients qui sont suivis, 20%, ce qui n'est pas rien, hein, ont eu à vivre un état de mal épileptique, donc une crise vraiment prolongée. Et vous voyez que malgré ça, on reste sur des chiffres à peu près similaires pour ce qui est des troubles des apprentissages. Alors, leurs troubles des apprentissages, ils sont très bas par rapport aux troubles des apprentissages des Français. Je ne sais pas si c'est les systèmes qui sont un petit peu plus exigeants ou alors la définition des troubles d'apprentissage qui est un petit peu plus stringente, hein, mais nous, on est dans des valeurs qui sont plus élevées. Ils n'ont pas plus d'antiépileptiques. Il n'y a pas plus de patients qui ont plus de 3 antiépileptiques, donc des patients là aussi qui sortent de la banalité. Il n'y a pas plus de patients qui finissent par être contrôlés en termes d'épilepsie. Hein, et puis il n'y a pas plus de patients qui sont porteurs d'une épilepsie réfractaire, ça veut dire qui reste active malgré plusieurs essais de traitement. Et donc on ne peut pas dire, à l'échelle d'une population, qui veut dire quand même quelque chose, près de 200 patients, qu'avoir eu un état de mal quand on est épileptique, ça entraîne des séquelles qui sont mesurables en termes de pronostic à long terme de cette épilepsie. Alors du coup, si les parents nous ont bien suivis, et si tout le monde a bien suivi, on dit ok, mais alors pourquoi vous nous bassinez avec des traitements d'urgence, avec des protocoles dans ce cas, si ça ne change rien, on n'a qu'à le laisser comme il sait, puis on attend que ça passe. Alors bon, évidemment, personne ne se dit vraiment ça, parce que tous ceux qui ont vu une crise se disent c'est quand même compliqué de rien faire. C'est compliqué de rien faire. Et c'est vrai que j'en profite pour bien faire la distinction entre protocole d'urgence, action, et traitement d'urgence. Quelquefois, on peut faire un protocole avec un protocole d'action d'urgence, quoi faire, qui ne va pas jusqu'à l'administration d'un traitement. Alors quand même, il y a des réflexions sur ces protocoles d'urgence. Vous savez que ça change tout le temps. Dans les crises fébriles, c'est en train vraiment de diminuer les indications de traitement d'urgence. Parce qu'il y a des surprescriptions de traitements qui sont complexes à prescrire ou à délivrer en milieu scolaire. Mais c'est un peu le cas aussi dans les épilepsies. La prescription des traitements d'urgence est en train de diminuer. Alors, il y a quand même un rationnel à ce traitement. Ce rationnel, il est lié au fait que quand on étudie des centaines, des milliers de crises, et qu'on étudie leur durée, on s'aperçoit que la majorité des crises s'arrêtent toutes seules. Ça veut dire que probablement que chez la majorité d'entre nous, on a des structures dans notre cerveau qui arrêtent la crise avant qu'elle soit prolongée. Hein. Et quand on étudie des milliers de crises, on s'aperçoit que si la crise, la plupart des crises durent moins de 5 minutes. Et puis il y a quelques crises, environ 25%, qui durent longtemps, qui durent plus de 15 minutes. Et quand on fait la régression linéaire de cette durée, on s'aperçoit qu'il y a deux variables, ici, deux courbes de régression. Il y a cette courbe ici, alors je ne sais pas exactement comment ils sont arrivés à ces conclusions, mais je les crois, et ça paraît assez vrai. En gros, si la crise, si vous êtes face à une crise qui vient de débuter, vous ne savez pas combien de temps elle va durer. Si vous traitez, ou si vous donnez un traitement avant les 5 premières minutes, vous avez plus de risques d'avoir donné un traitement à une crise qui se serait arrêtée toute seule que d'avoir donné un traitement qui va servir à quelque chose. Parce que l'histoire naturelle, c'est que la plupart des crises s'arrêtent toutes seules. Au bout, en fait, le chiffre, c'est 7 minutes. Par contre, ce qui a été montré, c'est que si la crise dure plus de 7 minutes, alors elle est à risque de durer vraiment longtemps, plus de 15 minutes. Et donc, si la crise dure plus de 7 minutes, alors on a quand même un peu simplifié les choses, on a mis 5. Alors dans ce cas, on a plus de chances d'être vraiment utile en donnant un traitement et d'écourter la durée de la crise que de donner ce traitement pour rien, c'est-à-dire que la crise s'arrête toute seule. Vous voyez, c'est tout le rationnel de ce traitement d'urgence. Et donc, dans la vraie vie, pour le coup, c'est quand même un des éléments qui nous fait dire ne traitons pas les enfants trop tôt, sauf si on est absolument certain
que quand il commence à faire une crise, elle va forcément durer longtemps, et on verra qu'il y a des... On verra surtout cet après-midi, mais peut-être un peu ce matin aussi. Hein. Il y a des situations dans lesquelles toutes les crises sont longues. Dans ce cas, n'attendons pas 5 minutes. Mais quand on ne sait pas, et dans la majorité des cas quand même, on ne sait pas toujours, là on peut se dire que si on traite trop tôt, on peut avoir donné le traitement pour rien, et après, vous savez bien, c'est compliqué d'évaluer un enfant qui vient de s'arrêter de faire une crise et qui en plus a reçu un traitement avec des benzodiazépines qui sont très sédatives et qui en rajoutent sur le caractère somnolent. Quelquefois, du coup, on a du mal à évaluer la tolérance de la crise. Voilà, et donc le traitement préhospitalier, hein, c'est vraiment démontrer que si on attend 5 minutes et qu'on traite les enfants, on va diminuer le risque de survenue d'une crise longue. Ça, c'est montré dans tous les modèles. Alors, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de SAMU, c'est-à-dire que les personnes qui vont au contact des patients malades, hein, c'est des infirmières cliniciennes qui sont formées à appliquer des protocoles, hein, et qui ramènent les enfants rapidement dans un centre hospitalier. Ces modèles-là, ils sont très efficaces pour dire que le traitement précoce, hein, avant que l'enfant soit revenu à l'hôpital, il est très nettement supérieur au traitement tardif pour limiter la durée de la crise. Parce qu'après 5 minutes, plus le traitement est donné tôt et plus il est efficace. Mais en revanche, malgré les pressions des firmes qui font les traitements d'urgence, jamais personne n'a montré qu'on sauvait la vie des patients ou qu'on modifiait leur pronostic. C'est-à-dire qu'on améliore quand même leur qualité de vie. On imagine bien que faire une crise de 7 minutes, c'est plus facile à vivre que faire une crise de 3 quarts d'heure. Il y a certainement moins de durée d'hospitalisation, moins d'inquiétude de tout le monde. Et puis c'est quand même un événement moins traumatisant que d'avoir fait une crise aussi longue. Mais en tout cas, quand on donne un traitement, c'est pas parce qu'on va sauver la vie de l'enfant ou qu'on va lui éviter des séquelles. Ça, c'est vraiment très important de le savoir. C'est important pour nous qui donnons les traitements. C'est important de savoir pour les parents, hein, pour permettre aux enfants d'avoir malgré tout une vie normale. Ce n'est pas le cas de tous les protocoles d'urgence. On en parlait avec les médecins de PMI, la MDPH, les médecins de l'éducation nationale, par exemple, hein, les allergies alimentaires qui sont beaucoup plus rares. C'est sûr que là, le protocole d'urgence, parfois, il est vraiment vital. On n'est pas dans cette problématique. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour les conséquences de la crise. On pourrait dire beaucoup de choses, hein, mais finalement, malgré, je vous ai épargné toute la littérature, mais ce qu'on peut dire, c'est que chez l'enfant, on n'a pas de durée au-delà de laquelle toutes les crises, par elles-mêmes, ont des séquelles. Et pourquoi on n'a pas de durée au-delà de laquelle toutes les crises donnent des séquelles? C'est qu'il y a une très forte relation entre la durée des crises et la cause. Et que quand on fait de ce genre d'études, on a énormément d'enfants qui font leur première crise, qui débutent par un état de mal, parce qu'ils ont une méningite, parce qu'ils ont une intoxication, parce qu'ils ont une maladie inflammatoire qui débute. Et donc tous ces enfants, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des séquelles de leur épisode, mais qui sont liées à la cause. Et quand on sélectionne les patients épileptiques connus, et qu'on regarde la durée de leur crise, et ben on n'arrive pas, et c'est tant mieux, on n'arrive pas à se dire, au-delà d'1 heure, au-delà de 2 heures, même si la crise elle survient dans le cadre d'une épilepsie, il y aura toujours des séquelles. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a jamais de séquelles, parce qu'une crise longue qui n'est pas contrôlée, ça finit par avoir un retentissement hémodynamique, cardio-respiratoire important. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas avoir à vivre des crises longues, mais en tout cas une crise longue qui est correctement supportée, ça peut durer très longtemps. La Ligue internationale a travaillé dessus. Une crise longue généralisée tonico-clonique, hein, au bout d'un moment, c'est pas tellement la crise, mais c'est le retentissement qui peut être important. Hein, et donc, heureusement, c'est extrêmement rare. C'est sûr que c'est difficile à vivre pour les patients. Une crise d'absence, une rupture de contact, une crise focale, ça peut durer des heures et des heures. Hein, et quelquefois, il vaut mieux attendre que ça passe plutôt que de donner un traitement qui parfois est plus délétère que la crise elle-même. Alors à côté des crises, on peut dire 2 mots des conséquences de la maladie épileptique, qui ne se résument pas aux crises. Hein, et c'est bien, ça c'est pour le coup l'objet aussi de la journée d'aujourd'hui, hein, c'est que l'épilepsie, c'est bien au-delà des crises qu'on voit. Alors je vous ai mis cette étude parce que c'est une étude, c'est un peu la bible des neuropédiatres, parce que c'est des études qui montrent l'étendue du problème, hein, de l'épilepsie chez l'enfant. C'est une étude de population, hein, américaine qui est très bien faite avec des dizaines de milliers d'enfants qui sont suivis pendant des dizaines de milliers, j'exagère peut-être un peu, enfin, des centaines d'enfants qui sont suivis pendant des dizaines d'années. Et ce que l'équipe d'Anneberg a montré,
Et ce que tout le monde montre, c'est que l'épilepsie, elle est d'autant plus grave qu'elle débute tôt. C'est bien la preuve que le facteur développement, il est impacté par l'épilepsie. Mais ce que montrent de plus en plus d'études, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que dire c'est ça via les crises. Et que elle montre de manière très claire que c'est pas lié cet impact sur la cognition, il n'est pas lié directement à l'intensité, à la charge des crises. Et que même des enfants qui sont libres de crise, ils peuvent avoir un impact négatif sur leur développement. Alors, il ne faut pas dire, c'est quand même pas pareil d'avoir une épilepsie contrôlée et une épilepsie active. Une épilepsie contrôlée, c'est bien meilleur pronostic en termes cognitifs. Mais dans les épilepsies qui restent actives, on ne peut pas dire que l'impact sur le développement, impact négatif, il est corrélé au nombre de crises. Et on peut avoir un impact qui reste important pour une crise par semaine, plus important qu'un enfant juste à côté, qui fait une crise par jour. Et ça, c'est difficile pour nous de préciser. Alors, globalement, une épilepsie qui reste active, c'est grave. Donc, vous voyez ici, alors, dans cette étude qui est très jolie, elle reprend différentes causes, et on voit que même pour des épilepsies donc cryptogéniques, ça veut dire qu'on suspecte qu'il y a une cause focale, mais on ne trouve pas, donc tout est normal. Mais on voit que le facteur âge, il reste important. Vous voyez que débuter avant 5 ans, ça veut dire que dans 20% des cas, on aura... Alors là, c'était un risque d'avoir une déficience intellectuelle, d'avoir un QI en dessous de 70, versus 10% quand l'épilepsie débute avant 5 ans. Vous voyez que dans les causes, dans les épilepsies où on a une cause, le risque d'avoir une déficience intellectuelle, vous voyez comme il est élevé quand l'épilepsie débute avant 5 ans. Et ça, ce rôle de l'âge dans l'impact négatif de l'épilepsie sur le développement, c'est ce qui a été appelé l'effet encéphalopathique de l'épilepsie. C'est pour traduire le fait que ce n'est pas simplement la charge des crises qui compte, c'est la maladie elle-même et son début précoce et le fait qu'elle traduit un dysfonctionnement du cerveau, même en dehors des crises. Alors voilà comment on peut illustrer les choses de l'effet encéphalopathique de l'épilepsie. C'est Hanberg qui l'a montré également. C'est que si on évalue des enfants régulièrement et qu'on les matche avec des contrôles pas épileptiques, on s'aperçoit que les épileptiques, ils décrochent un peu en termes de score de développement. Alors on verra tout à l'heure que c'est pas tout, évidemment c'est pas tous les enfants, et que c'est pas dans tous les paramètres de la cognition, mais en tout cas, globalement, il y a un décrochage avec le temps sur la courbe développementale considérée comme normale. Et souvent, ce décrochage, il peut en fait être observé avant même le début de l'épilepsie en tant que première crise. Et ce décrochage, c'est donc la notion d'effet encéphalopathique de l'épilepsie, et il est responsable, quand on prend tous les enfants, tout venant, alors indépendamment, vous allez voir que, évidemment, il y a des causes qui sont très associées à un retard de développement, et puis d'autres qui le sont moins, mais voyez quand même que la population des épileptiques, c'est une population qui est hautement vulnérables sur le plan des apprentissages. 25% sont dans le champ de la déficience intellectuelle, version vraie vie, on va dire, parce qu'avoir un QI total inférieur à 80, ça veut dire qu'il y aura quand même un impact assez précoce sur la scolarité et potentiellement sur les diplômes. 40% des troubles neurodéveloppementaux avec un diagnostic de troubles 10, comme on dit, parfois des troubles 10 sévères. Et puis, ça c'est le cas également en France. Nathalie Villeneuve a fait une étude à Marseille, et puis c'est le cas dans tous les départements. 70 à 80% des enfants épileptiques ont des difficultés scolaires quand on prend la peine de passer un petit peu de temps à voir comment se passe l'école pour eux. Et ce que Hanberg a montré, vous voyez, c'est que l'âge de début était un facteur indépendant de risque d'avoir ces difficultés. Indépendamment de la cause, indépendamment du nombre de crises, indépendamment du traitement. Mais à côté de ça, évidemment, que la cause joue un rôle important et que le traitement joue aussi un rôle important. Donc, ces trois paramètres sont vraiment à prendre en compte pour essayer pour comprendre cette gravité intrinsèque de la maladie épileptique chez le jeune enfant. Alors, je voulais aussi parler d'autre chose, parce que c'est vrai qu'il faut
on essaye toujours de, non pas de simplifier, mais d'être un petit peu caricatureux dans des exposés. Il y a quand même, il faut bien distinguer cet effet encéphalopathique des comorbidités qui sont un petit peu différentes, et quelquefois c'est difficile de faire la distinction entre les deux. Donc l'effet encéphalopathique, ce serait que l'épilepsie, en tant que maladie, entraîne des difficultés qui sont liées à la maladie elle-même et qui sont liées à des paramètres mesurables de la maladie elle-même. Et puis les comorbidités, alors c'est la nuance est parfois un petit peu tenue, hein, c'est que une même cause, qu'on connaît ou pas toujours, est responsable à la fois de l'épilepsie, mais d'autres anomalies, d'autres perturbations qui évoluent de manière indépendante, mais qui sont plus fréquemment associées à elle. Voilà, donc c'est une histoire de différence entre co-occurrence et conséquence. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne peut pas parler tellement de conséquences, c'est plutôt des co-occurrences. Et l'illustration, c'est cet article qui est assez récent, qui a étudié la cognition d'enfants et d'adultes dès le début, dès la première crise. Et dès la première crise, ils ont montré que ces enfants, ils avaient une cognition, un fonctionnement cognitif différent de ce qu'on observe d'habitude dans des populations qui sont comparables en termes d'âge et en termes de milieu. Les enfants épileptiques, ils ont ce qu'on appelle un profil cognitif particulier, avec des difficultés, ça on vous en a déjà parlé, on vous en reparlera, hein, des difficultés de vitesse de traitement, de mémoire de travail, et des difficultés dans les fonctions non verbales, qui sont comme une signature du fonctionnement cognitif de la plupart des épileptiques. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que qui dit épilepsie dit forcément crise, et nous, et comme vous, on s'intéresse beaucoup à ces crises. C'est grâce à la description des crises par les parents, par l'enfant, qu'on va pouvoir affiner le diagnostic, qu'on va pouvoir proposer des traitements. C'est bien plus par la description des crises que par l'EEG qu'on va pouvoir essayer d'être pertinent dans nos prises en charge, dans l'information qu'on va donner. Mais il ne faut pas oublier que l'épilepsie, c'est bien au-delà des crises, une maladie qui fait parler d'elle entre les crises et qui parfois a un impact plus important par cette expression entre les crises que par les crises elles-mêmes, avec un retentissement dont on parlera qui est multimodal. Et puis, il faut avoir à l'esprit que parfois, des symptômes qu'on observe sont des comorbidités qui ne sont pas la conséquence ni des crises ni du traitement, mais qui sont là parce qu'on n'est pas épileptique pour rien. Quand on est épileptique et quand on a une maladie épileptique, c'est qu'on est un peu différent dans son fonctionnement et qu'il faut prendre en compte ces différences. Voilà ce que je voulais dire pour conclure avec un petit schéma. Je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut, ce genre de schéma. Évidemment, c'est un petit peu simplifié, hein, mais je pense que c'est toujours... c'est pour ça qu'on est là tous. Hein, c'est que si on parlait que des crises aux patients épileptiques, ce serait des consultations pour ce qui nous concerne, et puis pour vous, des prises en charge qui seraient beaucoup moins intenses et certainement beaucoup moins intéressantes que ce qu'on peut proposer à des enfants qui sont beaucoup plus complexes que réduits à leur crise. Merci pour votre attention.